Bonsoir, bonsoir, les vraies voix de l'été. Fermez les vannes, coupez le moteur, vous serez en accord avec l'actualité et prêt pour vous informer dans la bonne humeur avec les vraies voix de l'été. Au sommaire, dans un instant, la question du soir. La France et ses territoires sont-ils des passoires? Certains comme Mayotte, oui, visiblement. En voyage de campagne présidentielle sur place, Édouard Philippe annonce vouloir y fermer les vannes de l'immigration rapidement dans ce département d'outre-mer au large de l'Afrique. Nous vous posons la question ce soir. Hashtag Édouard Philippe, est-ce possible de réguler l'immigration sur les territoires français? Et puis, dans quelques jours, l'essence devrait une nouvelle fois augmenter. Hier, le train Paris-Hendaye s'est lui aussi retrouvé paralysé par les intempéries. Les galères se succèdent dans les airs et sur mer. Se déplacer est devenu un casse-tête. Nous ouvrons le débat à 18h05. Hashtag carburant, hashtag transport en commun. Réduisez-vous vos déplacements par souci d'économie. Vous pouvez réagir au 0826 300 300. Vous tombez sur l'excellent Jérémy au standard. Ou alors vous donnez votre point de vue sur nos réseaux sociaux et sur la petite consultation de la chaîne YouTube. Les questions y sont, vous répondez. Mesdames et messieurs, voici les vraies voix du soir. Attention, il y a du lourd. Et oui, l'ancien chef du RAID et ancien député La République En Marche de Seine-et-Marne. Oui, ça s'appelait comme ça à l'époque, oui. Enfin, le RAID, ça s'appelle toujours le RAID, bien sûr. Et ça ne change pas. Bonsoir, Jean-Michel Fauvergue. Salut Frédéric, ça va? Très bien. Alors, j'ai eu un grand plaisir. C'est-à-dire, vous m'avez appelé pour ouvrir une porte ici, pour rentrer dans les studios. On l'a cassé, ouais. Alors qu'habituellement, avec le RAID, vous rentriez sans problème. J'ai eu peur des répercussions que Sud Radio me fasse un procès. Donc. Bon, voici notre expert en questions énergétiques et membre du think tank Le Millénaire. Sujet énergétique, lui, finalement, même si on n'a plus d'argent pour payer de l'essence, il nous apporte son énergie. Philippe Charlez. Bonsoir chers auditeurs. Vous voyez qu'il a de l'énergie. Bon. Absolument. Mais tout autant de difficultés à rentrer dans les studios d'ailleurs. Oui, alors je vais m'arranger justement. Et puis, mesdames et messieurs, le petit nouveau. Alors en cyclisme, on dirait qu'il a le maillot blanc. C'est le petit jeune, président de la FNAS, Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs et conseiller municipal de Ginesté en Dordogne. Vous le connaissez comme aussi un grand cycliste professionnel, Pascal Chanteur. Eh bien, bonsoir Pascal. Bonsoir à toutes et tous, bonsoir à vous tous. Bon, ça fait quoi d'être le petit jeune? Ça faisait bien longtemps que ça n'était plus arrivé, hein? Disons que je suis le néo-pro là. Oui, voilà. Je suis le jeune premier qui fait ses armes sur cette soirée. Bon, s'il y a besoin de quoi que ce soit, il y a deux anciens là qui ont tous les rouages. Et puis même pour ouvrir les portes d'ailleurs au bout du compte. Allez, c'est parti. La question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Édouard Philippe est donc en déplacement dans le département le plus pauvre de France, Mayotte. Il a déclaré vouloir y fermer totalement les vannes de l'immigration. Le favori des sondages à droite souhaite qu'un centre de retour français soit installé dans la région, en Afrique de l'Est, afin d'éloigner rapidement et massivement les étrangers en situation irrégulière installés à Mayotte. Notre question du soir, Édouard Philippe en hashtag, est-ce possible de réguler l'immigration sur les territoires français? Bon, déjà, un petit tour de table de nos vraies voix. Philippe Charlez, c'est un bon petit coup de communication déjà pour le candidat Édouard Philippe, hein? Oui, selon les chiffres que j'ai, donc à Mayotte, il y a 500 000 personnes, donc 400 000 immigrés irréguliers. Qui viennent essentiellement, on le sait, des Comores, qui faisaient avant partie de la France et qui ont demandé leur autonomie, alors que Mayotte a souhaité rester français. Donc je lui souhaite bon courage, parce que bon, ce sont des paroles, mais par contre, pour expulser 400 000 personnes d'une petite île comme Mayotte, on fait quoi? On fait comment? On les reparachute sur... Donc, je vais dire que c'est un catalogue de bonnes intentions. J'aimerais bien savoir, moi, c'est le comment. Pas la volonté, mais le comment on fait. Pascal Chanteur, c'est un beau coup de com' quand même d'Édouard Philippe, là. Un voyage, pour l'instant, on ne le voyait pas trop, non? C'est très bien qu'il se rappelle que Mayotte est français et après les difficultés qu'ils ont subies suite... au typhon, oui, effectivement, oui. C'est vrai que les pauvres, aux différents sujets qui les ont préoccupés ces derniers mois. Donc oui, après Édouard Philippe, il a un bilan, il était aux commandes. C'est important aussi de pouvoir en
en faire état des lieux et puis trouver des solutions derrière. Alors justement, alors vous lancez la campagne, Pascal Chanteur, c'est bien, c'est-à-dire qu'on va lui dire votre bilan. Mais bon, c'est 10 ans Emmanuel Macron et Édouard Philippe, Jean-Michel Fauvert, ce sont que les 4 ans. Que les 4 premières années, quoi. 3 ans et quelques. En Ouais. 2010, oui, 2017. Donc 3 ans sur 10. D'aucuns diraient peut-être les 3 meilleurs. Enfin, je sais pas. Vous allez le défendre un petit peu, non ? Moi, je vais surtout dire que c'est important de prendre en compte le problème de l'immigration. Ça fait bouger un peu sa campagne. Par contre, moi, je suis déçu par les campagnes d'une manière générale, parce qu'on enfonce des portes ouvertes pour revenir aux portes. Ce que disait un peu Philippe Charles. Oui, tout à fait. On enfonce les portes ouvertes. Et j'ai bien compris le clin d'œil pour les portes qui vont être un petit peu le fil rouge de l'émission. Effectivement. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est comment on va y rêver, comment on va le faire, etc. Alors sur Mayotte, il y a non seulement l'immigration qui vient des Comores, mais vous avez l'immigration qui vient des Grands Lacs de l'Afrique qui est pas très loin. Et donc vous avez pas mal de problèmes à résoudre. Il faut savoir aussi que sur les Comores, on a commencé aussi à faire des expérimentations sur le droit du sol et le droit du sang. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas totalement installé, mais peut-être qu'à un certain moment, il faudra aller dans ce sens-là. Donc il y a plein de trucs à faire. Il faut détailler ça. Et s'il veut incrémenté dans sa campagne, il faut qu'il renverse la table là-dessus. Bon, alors c'est ce qu'il est en train de faire. Alors justement, je vous donne la parole dans un instant, Philippe. Écoutons quand même Édouard Philippe, donc en déplacement à Mayotte. Il répondait à l'ensemble de la presse au sujet donc de la construction de ce centre de retour dont on a parlé. Vous étiez sceptique, écoutez-le. Je considère que c'est à Mayotte que la situation en matière d'immigration irrégulière est la plus frappante. C'est la raison pour laquelle je propose que le premier de ces centres soit construit en Afrique de l'Est, dans un des États de l'Afrique de l'Est qui sont pour l'essentiel des États de départ. Je ne suis aujourd'hui pas chef de l'État, je n'ai pas encore commencé les discussions avec les représentants légitimes de la Tanzanie et des autres pays de la région, mais je suis convaincu que la France doit prévoir la construction d'un de ces centres, aujourd'hui autorisé par la réglementation européenne, dans un des pays de l'Afrique de l'Est. Bon, alors, on va dire que Mayotte est un peu un territoire test sur la capacité française à gérer son immigration. Là, par rapport à cette notion de centre, on a déjà entendu ça, Pascal Chanteur, c'est du concret ce que dit Édouard Philippe, un centre. Oui, mais déjà, est-ce que je reviens sur ce que je disais à la base, c'est que déjà Mayotte a d'autres préoccupations que cette situation-là. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui avaient été promises et qui n'ont jamais été faites suite aux divers problèmes qu'ils ont pu subir ces derniers mois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est première chose. Ensuite, oui, mais après, c'est toujours pareil. Les promesses ne sont pas souvent tenues comme elles ont été promises. Oui, mais là, il y a une idée quand même. Alors, j'ai bien compris que vous étiez sceptique, mais quand même, ce qu'il propose, c'est du concret. La notion de mettre des centres dans des pays étrangers, ça a déjà été un petit peu plus ou moins évoqué. Oui, pourquoi pas, mais encore faut-il déjà, savoir ce que ça coûte. On sait la situation, on connaît la situation financière de la France, on sait ce que ça... donc, qu'est-ce que ça va coûter ? Aujourd'hui, il y a déjà des lois qui sont mises en place, donc déjà, appliquons celles qui existent, plutôt que déjà de promettre un certain nombre de choses et qui derrière va certainement encore causer des problèmes auprès de la population de Mayotte et ils se sentiront une nouvelle fois abandonnés comme souvent. Message reçu sans doute. On écoutera d'ailleurs dans un instant Estelle Youssoufa, la députée Lyotte de Mayotte, sur le sujet, Philippe Charles. Oui, alors donc l'idée de pays intermédiaires, c'est pas nouveau. On avait déjà entendu parler en Europe de l'Albanie, par exemple, et même précédemment de la Turquie, puisque en fait on payait la Turquie pour que les immigrés, notamment en provenance, si je me rappelle bien, de Syrie et même d'Afghanistan, restent en Turquie et ne viennent pas en Europe. Donc on n'est pas les seuls à faire
faire ça parce que la Suède, par exemple, paye l'Estonie pour mettre certains de ses repris de justice en prison là-bas parce qu'ils n'ont plus de place. Et la Grande-Bretagne, ça avait d'ailleurs fait un tollé en Grande-Bretagne, si je me souviens bien, avait payé le Kenya. C'est le Kenya ou l'Ouganda, je me rappelle plus, comme une espèce de centre intermédiaire. Mais, en tout cas, ça fait partie à chaque fois de ces pays tiers sollicités. L'idée pour moi est une bonne idée parce que le problème, si vous voulez, c'est que l'immigration, une fois qu'elle a mis le pied sur le territoire français, on sait que c'est la croix et la bannière pour les renvoyer chez eux, qu'ils soient d'ailleurs réguliers ou surtout irréguliers, puisque même les OQTF, on arrive à en renvoyer, si je ne m'abuse, 10% ou quelque chose comme ça, alors que là, ce sont vraiment des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire, puisqu'ils ont commis un certain nombre de forfaits, ou du moins, et même... Bon. Mais donc, je dirais que oui, c'est une bonne idée qui mérite d'être généralisée, mais comme le disait Pascal Chanteur, ça a un coût. La Turquie, c'était plusieurs milliards d'euros par an que l'Union européenne évidemment, il faut les payer à la Turquie, parce que les pays en question vont évidemment monnayer un espèce de service qu'ils vont donner. Donc effectivement, derrière, c'est toujours pareil. Combien ça coûtera, je suis tout à fait d'accord. Donc toujours pareil, des grandes idées, mais on n'entend jamais trop les moyens. Là, il y a quand même un début de méthode. C'est un peu comme tout le monde est d'accord de baisser la dette et de baisser le chômage, mais on ne dit jamais comment. Alors, est-ce que c'est plus sécure d'avoir un centre? Alors, d'aucuns l'appelleront, ça avait été un élément de débat politique, notamment la gauche avait parlé de bagnes, vous remettez des bagnes au loin, on avait parlé de la Guyane, etc., etc. Est-ce que c'est quand même plus sécure de solliciter des pays à l'étranger, Jean-Michel Fauvergue? En fait, en réalité, il y a plusieurs choses dans ce que propose Édouard Philippe, et c'est pas quelque chose de nouveau, et il propose de mettre en route ce que le Parlement européen a voté en juin 2026, c'est-à-dire des centres extérieurs, et ce qu'il y avait déjà dans le pacte asile-immigration d'il y a 2 ans sur le Parlement européen. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que et ça s'adresse essentiellement à l'asile, aux demandes d'asile. Oui, les demandes de droit d'asile. Parce qu'en France, aujourd'hui, il faut savoir que vous avez environ 150 demandes d'asile, tout confondu, 150 000 demandes d'asile par an, et c'est c'est la première filière d'immigration clandestine, l'asile, puisque quand vous n'avez pas l'asile, vous restez sur le territoire national. Donc, national et sur les Outre-mer, évidemment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est de mettre dans les pays extérieurs des centres où on étudiera le droit de certains étrangers à venir demander l'asile chez nous. C'est-à-dire les traiter en amont avant qu'ils soient sur le territoire. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais maintenant, effectivement, il faut préciser les modalités, comment on fait ça. Parce que ça marche pour les gens qui veulent immigrer à Mayotte, on est en face de l'Afrique, mais ceux qui veulent passer par l'Italie, 20 000 et tout ça, c'est pas pareil. Pareil, puisque c'est normalement, c'est l'Europe qui doit prendre en compte ça, mais la problématique... Et on le mettrait où, ce centre? C'est que ça, dans plein de pays, l'Europe est en train en ce moment, la Commission européenne est en train de voir avec des pays extérieurs à l'Europe pour voir ça. Mais l'idée, en fait, la réalité des choses, c'est que ça peut traiter le futur flux arrivant. Maintenant, je m'excuse de parler comme ça, parce qu'on parle d'humain quand même. Maintenant, on a un certain nombre de migrants clandestins sur nos territoires nationaux européens. Donc ceux-là, il faut aussi réussir à les rattraper. Pour les illégaux, soit évidemment. Les régulariser pour certains, éventuellement, si on a des besoins particuliers, et c'est ce qu'on appelle une immigration choisie, soit la majeure partie d'entre eux, et en particulier les délinquants, les plus dangereux, les réexpulser chez eux. Et là aussi, le centre extérieur pourrait servir, parce que quand vous avez des pays qui ne récupèrent pas leurs nationaux, vous voyez qui je veux dire, d'une manière générale, vous pouvez, avec ces moyens-là, les réexpulser vers d'autres pays. C'est absolument ce qu'il faut faire. La question, en tout cas, est soulevée. Nous y revenons dans un instant. Hashtag Édouard Philippe. Est-ce possible de réguler l'immigration sur les territoires français? Bien sûr, on reparle du cas de Mayotte, qui est vraiment intéressant, mais qui semble être finalement une espèce de laboratoire sur cette question un petit peu plus large, sur laquelle nous revenons, bien sûr. Intervenez sur le sujet au 0826 300 300. Est-ce possible de réguler l'immigration sur les territoires français? À tout. 7h, 19h, Frédéric Brindel.
Édouard Philippe pourrait suspendre le droit du sol et le droit d'asile à Mayotte. Le candidat à Horizon à la présidentielle estime que l'urgence est de fermer les vannes de l'immigration à Mayotte. Sur place, il lance ses grands thèmes de campagne que nous reprenons ce soir. Hashtag Édouard Philippe. Est-ce que, pour vous, est-ce possible de réguler l'immigration sur les territoires français? Vous nous donnez votre point de vue au 0826 300 300 et puis sur la chaîne YouTube, il y a une petite consultation. On fera le point tout à l'heure. Vous l'avez entendu racler de la gorge et lui tousser. Ce sont nos trois vraies voix que je vous représente. Jean-Michel Fauvergue, il est en pleine forme, l'ancien patron du RAID, avec toujours beaucoup d'énergie, le grand spécialiste des énergies est toujours là, Philippe Charlez, et puis l'ancien grand coureur du Tour de France, désormais président de la FNAS, qui est le syndicat des associations et syndicats de sportifs, les professionnels, ancien coureur cycliste et puis conseiller municipal de Ginesté. Voilà, je le reprécise un peu plus parce que Pascal Chanteur, habituellement, c'est aussi le consultant cyclisme, mais il y a aussi cette... Alors c'est bien, la politique, c'est passionnant, Pascal Chanteur. Oui, j'aime beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs je me suis impliqué au sein de mon département, de mon village, avant au sein de ma ville qui était Bergerac. Donc oui, c'est quelque chose, je pense que c'est important de s'impliquer si on veut faire avancer les choses. C'est pas en... Bon, c'est bien de le dire au micro, mais c'est bien aussi de mettre les mains dans le cambouis et le fait d'être au plus proche des gens et de comprendre, parce que on fait partie de la société civile et c'est important de pouvoir faire remonter des informations. C'est un peu le même chemin que Jean-Michel Fauvergue finalement, qui lui aussi s'y est mis. Bien, messieurs, alors, et vous mesdames, et vous messieurs, et tout le monde qui nous écoutez, donc j'aimerais que concernant Édouard Philippe, qui a d'ores et déjà su vraiment mettre un gros coup de projecteur sur ce premier grand déplacement de campagne à Mayotte, sur ce département d'outre-mer, vous faire écouter Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte. Quand Édouard Philippe donc parle de réguler l'immigration sur les territoires français, voilà ce qu'elle répond et ce qu'elle profite de l'occasion pour alerter les autres candidats. Je pense qu'aucun candidat à l'élection présidentielle ne peut faire l'impasse sur Mayotte et la question migratoire chez nous. La question migratoire à Mayotte, c'est une question de souveraineté nationale, c'est une question de défense des frontières, c'est une question de saturation de tous les services publics, c'est une question de passivité de l'État face à un problème qui est croissant. Donc c'est important qu'Édouard Philippe soit ici et il fait des propositions fortes. Ce que je note aussi, c'est que pour le marquer à la culotte, le Premier ministre Lecornu a subitement décidé de venir à Mayotte la semaine prochaine. Voilà. Voilà, mais oui, mais c'est un pari réussi. Alors Philippe Charlez, évidemment, l'immigration est un thème récurrent, mais là encore, il sera au cœur de la prochaine campagne présidentielle. Édouard Philippe le anticipe, quoi. Oui, alors moi je voulais d'abord préciser, j'aime pas qu'on parle de l'immigration en général parce que ça vise un peu tout le monde, alors qu'il y a un certain nombre d'immigrations qui sont des immigrations très réussies. Il y a notamment un rapport de l'Institut de l'immigration qui est plutôt disons évalué assez à droite, donc on ne va pas l'accuser de gauchiste, qui explique par exemple que l'immigration asiatique est extrêmement bien réussie et que en moyenne, et écoutez bien, que les Asiatiques immigrés font davantage d'études supérieures que les Français de souche. Donc ça veut dire ils ont fait un classement par origine des immigrés. Oui. En général, c'est plus par classe sociale, par catégorie professionnelle. Non, ils ont fait une étude sur l'immigration asiatique, celle qui vient des boat people, et notamment, alors que la première génération ne parlait absolument pas français, la deuxième génération est extrêmement bien assimilée en France. Donc il y a des immigrations qui sont réussies et il faut... C'est toujours un peu dangereux de génaliser en disant tiens, les Asiatiques c'est bien, un tel c'est moyen. Je dis pas ça. Eux, ce qu'ils disent, je dis pas vous, je dis eux. Le rapport sort. C'était simplement au contraire positivement pour dire que on ne peut pas généraliser et qu'il y a des immigrations qui sont très réussies et qui apportent beaucoup de choses à la France. Il faut pas perdre de vue non plus qu'en France, la natalité est quand même en forte baisse et que donc, quelque part, et il n'y a pas que la France, la Suisse est un cas encore plus emblématique et pourtant, on ne peut pas accuser la Suisse d'être un pays immigrationniste. On sait
fait qu'on ne peut de pas... plus en plus, il y a une diaspora albanaise, kosovare, absolument. notamment. Je crois qu'en Suisse, sur les 10 millions d'habitants, il y a 6 millions qui ne sont pas suisses. Donc à partir du moment où on régule correctement l'immigration et qu'on la choisit, ça peut être tout à fait positif. Le problème, c'est qu'en France aujourd'hui, l'immigration n'est pas nécessairement choisie, et donc Mayotte en est un exemple emblématique, puisque ces Comoriens qui viennent même uniquement accoucher, je vais dire, sur le territoire de Mayotte, pour eux et et leurs enfants avoir la nationalité française via le droit du sol et non pas via le droit du sang. Donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut absolument prendre extrêmement au sérieux. Et comme malheureusement c'est souvent le cas, il y a vraiment une scission entre la droite et la gauche. Il n'y a pas moyen d'en faire une cause nationale, puisqu'à gauche on est toujours en train de considérer qu'à partir du moment où on parle d'immigration et qu'on veut la limiter, on rentre tout de suite dans le passionnel, voilà. Absolument. Alors, laissons peut-être de côté le cas de Mayotte. On en a déjà bien parlé. Et ouvrons, c'est un peu le principe de cette question, réguler l'immigration sur les territoires français. Et plus généralement, sur les territoires européens. Ça ne vous a pas échappé. Il y a eu une situation terrible, tragique, avec 60 000 migrants venus du Maroc qui ont essayé de passer dans le territoire indépendant qui appartient à l'Espagne, donc au territoire de l'Union européenne, Ceuta, qui se trouve être pourtant sur le territoire marocain. C'est l'une des grandes questions. Que faisons-nous? Il y a par exemple 500 jeunes mineurs, jeunes filles qui en plus courent de graves risques. Alors écoutez ce que disait Carlos Martins Bilongo, le député LFI, sur la question migratoire, notamment à Ceuta. C'est ça qui doit juste nous rassembler et dire que on doit accueillir dignement des personnes qui sont en détresse. Peu importe le continent, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur religion, peu importe d'où ils viennent. Essayons d'avoir de l'humanité et ne pas avoir un cœur à géométrie variable. Bon, alors ça c'est en théorie. Maintenant, en pratique, c'est plus difficile, Jean-Michel Fauvergue. Oui, on va pas reciter la phrase de Michel Rocard que tout le monde connaît, c'est qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On peut prendre sa part, mais on peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais à un certain moment, la problématique de l'immigration, ça n'est pas que ça, c'est pas que de l'humanitaire. Il y a déjà de l'humanitaire, bien sûr, à traiter, mais ça, on le traite aussi avec un droit d'asile qui est largement ouvert en France. On le traite aussi avec des aides au développement sur les pays en provenance, et la France paye beaucoup sur les aides au développement. Donc, faut arrêter de dire, à l'instar de ce député LFI, que on traite rien et qu'on manque de cœur. On a du cœur, mais la problématique, c'est qu'à un certain moment, en France comme dans les pays européens, il faut que nos territoires soient contrôlés. On ne peut pas admettre que tout le monde y pénètre de manière irrégulière. Il faut qu'il y ait des règles là-dessus. Et puis vous avez plusieurs sortes d'immigration, et toutes ne se ressemblent pas. Vous avez une immigration, vous avez dans cette immigration-là des migrants qui sont en situation irrégulière ou non, et qui commettent des délits. Ce qu'on a effectivement rappelé, une immigration choisie aussi possiblement. Mais après, il faut une immigration sélective dans laquelle on peut intégrer. Oui. Alors les vraies voix. Dans un instant, nous allons avoir le résultat de la consultation auprès de nos auditeurs de Sud Radio. Est-ce possible de réguler l'immigration sur les territoires français? On va tout de suite faire la conclusion, et puis le mot de la fin sur le thème reviendra Pascal Chanteur. Voilà. Donc, je vous le rappelle, vous pouvez encore donner votre avis rapidement. Hashtag Édouard Philippe, est-ce possible de réguler l'immigration sur les territoires français? On y revient, mais vraiment dans quelques petites secondes. 17h-20h. Vosfactures.fr, logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Édouard Philippe au cœur de la campagne, et bien sûr la question de Mayotte, et plus généralement cette question, est-ce possible de réguler l'immigration sur les territoires français? Nous en parlons avec nos trois vraies voix, Pascal Chanteur, Philippe Charlez, Jean-Michel Fauvergue. Messieurs, vous avez donné votre point de vue, c'est au tour des auditeurs. Quentin Saunier, que disent les auditeurs à la fois sur les réseaux sociaux et le résultat de la question, est-ce possible de réguler l'immigration sur les territoires français? Et oui, on vous a posé
cette question sur notre chaîne YouTube et vous répondez oui à 80%. Vous nous laissez aussi beaucoup de commentaires. On a Marie qui dit oui, c'est possible, mais uniquement en quittant les institutions européennes. Et on a Sabrina à l'inverse qui dit non, ce n'est pas possible. Il faut le vouloir et il n'y a aucune volonté politique. Alors, Pascal Chanteur, il y a une volonté politique de réguler, non ? Oui, mais tout ce qui a été dit autour de la table, vous avez raison. Nous avons besoin d'une immigration, mais une immigration intelligente. Et le problème, c'est aujourd'hui, c'est la crédibilité de la décision publique. On en revient toujours aux mêmes choses. C'est qu'on nous a tellement baladés depuis des années et des années qu'aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de scepticisme sur des propositions que les uns ou les autres pourraient jeter comme ça en pâture et puis et que nous on doive rebondir dessus. Vous parliez de Ceuta, vous parliez des tensions, de la sécurité. Nous, les Français, ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est que déjà soit mise en place, quand on dit des retours aux frontières, ils veulent de la sécurité, ils veulent qu'à un moment donné, on prenne en considération un certain nombre de leurs préoccupations. Ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire il y a des lois, autant déjà les appliquer, c'est ça. Mais bien entendu, et aujourd'hui on voit bien tous les problèmes, les faits divers, qui s'amoncellent de jour après jour, toujours plus désastreux les uns que les autres. Aujourd'hui, c'est déjà ça le vrai problème. Déjà, réglons ce problème-là, et après, on aura toujours loisir de faire et de mettre en place des propositions concrètes, encore une fois, qui soient clairement établies et que les Français puissent s'impliquer. Et puis, comme l'a dit la consultation des auditeurs, les auditeurs, ils sont favorables et ils sont à l'écoute. On parlait d'humanité. Mais on n'a aucune leçon à recevoir d'humanité. Si aujourd'hui il y a bien des gens qui ont de l'humanité, c'est bien la France. Donc arrêtons de systématiquement nous tirer des balles dans le pied. On fait des choses très bonnes. J'entendais le député LFI qui prenait la parole là, juste pourquoi Carlos pas. Martin Bilongo. Voilà, il y a pas de problème. Mais à un moment donné, oui, encore une fois, on est prêt à accueillir un certain nombre de personnes. Mais il y a des règles. On les respecte. Comme nous devons tous les respecter, et à partir de là, on vivra dans un monde meilleur. Eh bien, c'est noté. Voilà les 3 vraies voix pour la première question du jour. Vous intervenez évidemment, les auditeurs de Sud Radio. Alors, ils sont venus, nos 3 vraies voix ce soir, chacun avec leur sujet d'actu. Les vraies voix Sud Radio. Le tour de table, on n'a pas, Maxime, le petit truc tour de table, là ? Ouais, moi j'aime bien. Si vous voulez, attendez, je vais vous en trouver un. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, on ouvre le tour de table avec... on va commencer avec vous, Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID et ancien député La République En Marche de Seine-et-Marne. On l'a le petit jingle ou pas ? C'est pas grave, Maxime. Il est là, attendez. Allez, c'est parti. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on avait le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je suis Le tour de table. De l'actualité. Ouais, demi-tour, dans l'autre sens. Alors Jean-Michel Fauvergue, votre sujet, manifestation de Sainte-Soline, oui, il y en a encore et toujours. Et la récente déclaration d'Olivier Faure du Parti Socialiste qui qualifie certains gendarmes de voyous en uniforme. Le chef du Parti Socialiste, pas n'importe qui. Oui, il qualifie les gendarmes, d'une manière générale, de voyous en uniforme sur l'affaire qui s'est passée il y a en 2023. Vous vous rappelez que il y a eu des manifestations très graves et très violentes avec des individus radicalisés face aux gendarmes. Et évidemment, il y a eu des échanges de coups. Et dans cette affaire-là, il y a eu plusieurs gendarmes qui ont tenu des propos qui sont pas des propos qui sont dans le code de la déontologie, si on va le dire comme ça. Mais il y a eu derrière immédiatement des sanctions de la part de la gendarmerie. Il y a 33 gendarmes qui ont été sanctionnés et il y a aujourd'hui une enquête qui est en cours, une enquête judiciaire. Donc toute cette affaire-là n'est pas terminée. Mais la problématique de Monsieur Faure, d'Olivier Faure. Alors il relance ça sur son compte X il y a 2 jours, c'est ça. Mais il relance ça d'abord en parlant les gendarmes comme des voyous en uniforme, sans faire la distinction
c'est tous les gendarmes qui sont des voyous en uniforme, et il parle des manifestants comme étant des manifestants venus défendre le cycle de l'eau, comme s'il n'y avait pas eu de violence et comme s'il n'y avait pas de radicalisés. Ça, c'est déjà un scandale en soi. Et la problématique, c'est une problématique électorale. Il est en train de se raccrocher au wagon derrière Juste Mélenchon. au moment où débutent les universités d'été des Verts et des LFistes. Et bien sûr, il essaye de rejoindre sur ce terrain-là les LFI qui, eux, ont adopté ces polémiques-là, mais venant de la part d'un socialiste qui devrait être plus républicain que ça, c'est quand même assez choquant. Mais et c'est donc un problème politique. Il est en train de faire de la politique là, mais il fait de la politique sur le dos il y a une sale habitude en France, c'est que les forces de sécurité, c'est la variable d'ajustement des turpitudes des politiques des uns et des autres. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais moi, j'y vois plusieurs choses aussi. J'y vois que la critique d'hommes et de femmes politiques, je généralise parce que ça c'est déjà arrivé sur d'autres bancs, d'hommes et des femmes politiques qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Il faut regarder, comme je l'ai fait sur Internet, pour les auditeurs, regardons la vie d'Olivier Faure. Il n'a fait que de la politique. Il a dû travailler à l'extérieur 3-4 ans, mais il a aucune expérience dans les autres domaines. Eh bien, ces gens-là, d'une manière générale, critiquent ceux qui risquent leur vie pour sauver la nôtre. D'une manière générale. Et ensuite, il y a une critique des institutions, parce que là, ça se fait. Il parle des voyous en uniforme. Donc général, il ne prend aucun gant. Voilà, c'est l'institution qui est visée, c'est la gendarmerie nationale qui est visée, la police et gendarmerie. Il prend le risque, ce faisant, de déstabiliser la République, la démocratie. Ça manque de mesures politiques. Et les manœuvres politiques, il manque de mesures. C'est pas tout. Je voulais juste dire une chose, c'est qu'il oublie un peu Edgar Faure. Edgar. Non, je lui fais trop d'honneur. C'est pas la même génération. Je lui fais trop d'honneur. Excusez-moi. Olivier Faure, il oublie une chose, c'est que les flics gendarmes, etc., doivent agir dans le quart de seconde et prendre des décisions. Et quand on voit le cinéma que les députés nous ont fait, en particulier lui, lors du dernier vote de budget, pour ne prendre aucune décision et arriver sur un 49-3, demander au gouvernement qu'il prenne un 49-3 alors qu'ils en voulaient pas au départ, parce qu'ils n'arrivaient pas à décider. Je pense que la problématique, c'est que on a des escrocs en costume qui traitent les gendarmes de voyous en uniforme. Des escrocs en costume. Jean-Michel Fauvergue, donc ancien patron du RAID. Une petite réaction alors assez courte, messieurs, parce que c'est vrai que vous avez plein de belles choses à dire chacun, et on est un petit peu tenu sur la déclaration d'Olivier Faure, rapidement, Philippe Charlès. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit, et c'est absolument scandaleux et outrageux d'entendre ça de la part de Monsieur Faure. Je n'avais déjà pas beaucoup de considération pour lui, et disons que ça ne renforce certainement pas ma considération. Monsieur Faure est un faible. Alors, bon, on lui évidemment donne la possibilité de répondre, évidemment, s'il le souhaite, au 0826 300 300. Bon, c'est aussi peut-être l'occasion de dire que des fois il y a des écarts. Alors Jean-Michel Fauvergue en a parlé, Pascal Chanteur. Ouais. Non, mais tous pourris. Moi, j'aime la police, j'aime la gendarmerie, j'aime les pompiers. C'est nos forces de sécurité. Heureusement qu'ils sont là pour nous protéger, pour être bienveillants vis-à-vis de la population. Alors certains peuvent dire un certain nombre de choses. Les événements de Sainte-Soline, on se rappelle, moi je me rappelle. C'est des gendarmes qui prennent des boulons, des cailloux, tout au long de la journée, sur la figure, et qui à un moment donné ne répliquent pas, puis à un moment, ils sont bien obligés d'intervenir. Et rappelez-vous pourquoi c'est fait, c'est pour les méga bassines, parce qu'on en est là. Oui. Et aujourd'hui on les pleure ces méga bassines. Voilà, sur lesquels on est revenu pas mal. Comme on pleure les DFCI, comme on pleure les endroits pour que les services de sécurité puissent avoir accès pour éteindre les feux. Donc tout ça pour dire encore une fois. Et en concluant, c'est triste qu'un chef de parti puisse tenir ce genre de propos, mais comme on l'a dit. Ça m'étonne pas, parce que on verra bien ce qu'il se passera en 2027. Mais aujourd'hui, il fait de la politique, comme ça a été dit. Il essaye de caresser dans le sens du poil son électorat, et puis on verra bien.
Alors, le sujet de Philippe Charlez, c'est l'homme spécialiste de l'énergie, évidemment. Vous voulez parler de la déconfiture de l'hydrogène, notamment de l'arrêté du projet emblématique Phébus à Pau. Tiens, dites-nous. Alors, donc de l'hydrogène, j'insiste vert, parce que l'hydrogène est produit depuis longtemps à partir du gaz naturel. La principale utilisation de l'hydrogène aujourd'hui, c'est de fabriquer l'ammoniac et les engrais. Donc il y a à peu près 100 millions de tonnes d'hydrogène qui sont produites. Et je ne me trompe pas en disant que ça peut servir pour nos moteurs, ça peut être un carburant de substitution. Alors, effectivement, l'hydrogène vert n'est plus produit à partir du gaz naturel, mais produit à partir de l'électricité et de l'eau. Donc, c'est-à-dire que globalement, pour faire ça, vous injectez un peu d'électricité dans l'eau. Tout le monde l'a fait. Ça s'appelle l'électrolyse de l'eau. Tout le monde l'a fait. Je ne l'ai pas fait, mais je veux bien vous croire. Mais si, vous l'avez fait, mais vous ne vous en souvenez plus. Au lycée, j'en suis certain. Bon. Et donc, en fait, vous cassez la molécule d'eau qui contient de l'hydrogène et de l'oxygène en deux, vous gardez l'hydrogène et vous rejetez l'oxygène. Et donc cet hydrogène qui est extrait, c'est une technologie qui marche depuis longtemps, ça date du 19e siècle. Le problème, c'est que vu le prix d'électricité aujourd'hui, produire de l'hydrogène vert est extrêmement cher. Il faudrait, pour que ce soit économique, être en dessous de 2 euros le kilo, et on est à 7-8 euros le kilo. Donc c'est-à-dire c'est beaucoup trop cher pour faire simple. Uniquement pour ça, qu'on n'a pas ce carburant de substitution aujourd'hui. Alors c'est pas seulement un carburant de substitution, c'est-à-dire que globalement l'hydrogène tel qu'il est produit aujourd'hui émet du CO2, alors que l'hydrogène vert ne produit pas de CO2, pourrait être utilisé aussi pour fabriquer l'ammoniac et les engrais. Mais effectivement, on peut aussi utiliser différents usages, notamment dans la mobilité, avec ce qu'on appelle une pile à combustible, c'est-à-dire on refabrique de l'électricité dans la voiture, ce qui évite donc le problème de stockage d'électricité. Avec une pile à combustible, vous recombinez hydrogène et oxygène, produisez de l'électricité, vous faites marcher une voiture à l'hydrogène et ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Vous, grand spécialiste de l'énergie, il n'y a aucun problème. Philippe Charlez, vous nous dites qu'on a finalement là une possible mine d'or en termes de carburant, mais on ne s'y met pas. Alors, c'est mine d'or en termes de carburant. Et autre application, c'est qu'au lieu d'utiliser le charbon en sidérurgie pour extraire le fer du minerai de fer, on utilise l'hydrogène qui est un réactif qui peut tout à fait être utilisé. Et en fait, toutes ces applications qui sont très attractives, comme vous le dites, il s'avère qu'elles sont tout à fait inéconomiques. Pour une raison bien simple, c'est qu'en fait le rendement de la réaction et de la production d'hydrogène est très faible. On part de 100% d'énergie au départ et on en récupère entre 10 et 20 à la fin. Et donc finalement c'est un processus qui est extrêmement peu efficace. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, je vais les citer, Airbus voulait faire un avion à l'hydrogène, abandonné. Alstom voulait faire un train à l'hydrogène, abandonné. Stellantis voulait faire une voiture à l'hydrogène, abandonné. Le producteur McPhy qui voulait produire des électrolyseurs, donc cet appareil qui transforme l'électricité et l'eau en hydrogène, a déposé le bilan. Et tous les projets en sidérurgie, Arcelor, Cockerill en Belgique et le projet Hybrid en Suède ont tous été abandonnés parce que ça n'est pas rentable. Et derrière, on a dû dépenser 10 à 20 milliards de subventions dans ces projets à hydrogène. Si quelqu'un avait dit, même si c'est pas rentable, il faut parce que c'est un investissement à long terme, ça aurait été magnifique, c'est ce que vous dites ? Non. Je pense que dès le départ, on savait, compte tenu du processus thermodynamique et du rendement, que c'était difficilement rentable et ça deviendra difficilement rentable. Une seule exception, il y a un projet qui est situé à Béziers, qui s'appelle le projet Forvia, dont d'ailleurs Monsieur Ménard est très très fier. C'est un projet qui produirait de l'hydrogène à très haute température, donc au lieu de le produire à 90 degrés, on le produirait à 900 degrés, et là le rendement serait beaucoup plus élevé, et ça pourrait peut-être être rentable. Donc on est bon encore pour se coltiner notre essence. Deuxième hypothèse, c'est que l'hydrogène se trouve aussi pour l'instant en quantité assez réduite dans l'écorce terrestre, notamment dissous dans de l'eau à grande profondeur. Il y a un projet en Lorraine où on pourrait extraire directement l'hydrogène à grande profondeur. C'est ce qu'on appelle cette fois non plus de l'hydrogène vert mais de l'hydrogène blanc.
Et cet hydrogène, lui, pourrait être produit en dessous de 2 € le kilo et donc serait rentable. Et là, c'est donc l'objectif, l'ambition, le projet, le grand espoir n'est pas mort. C'est ce que vous nous dites. Alors, il n'est pas mort, mais il a quand même beaucoup de plomb dans l'aile aujourd'hui. Et c'était le message. Merci, très bien. Dans un instant, la suite de ce tour de table, ça sera au tour de Pascal Chanteur qui va revenir sur l'un des gros sujets d'actualité. Bien oui, le doublement des franchises médicales qui a été abandonné par la ministre. Et tenez-vous bien, dans la foulée, on challengera un auditeur pour qu'il soit justement ministre de la Santé. Tout se tient à tout. Facture.fr, logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Vous participez avec nous au débat du jour et certains sont passionnants et notamment si vous vous apprêtez à partir en vacances, à en revenir, à aller au travail tout simplement, à imaginer quelque chose ce week-end. Le problème c'est que ça capote sur les voies ferrées, ça capote dans les airs, c'est très cher sur les routes. Notre vraie voix, Philippe Charlès, vient de nous dire que l'objectif d'avoir un jour de l'hydrogène pour nos moteurs avait pris du plomb dans l'aile. On est bien d'accord, on va encore payer tout ça bien cher. Alors ça sera l'objet de notre débat tout à l'heure à 18h10. Pour l'instant, c'est le débat de chacune de nos vraies voix. Jean-Michel Fauvergue, l'ancien du RAID, est revenu sur les déclarations d'Olivier Faure concernant ce qu'il a qualifié de gendarme, de voyous en habit de gendarme. Philippe Charlès nous parlait donc de son gaz à hydrogène et Pascal Chanteur revient sur l'actualité du jour. Le doublement des franchises médicales abandonnées par la ministre Stéphanie Rist. Oui, parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Je crois que c'était pas très électoral comme mesure, Pascal. Oui, alors écoutez, je vais revenir un petit peu sur l'historique. Donc, vous avez la franchise médicale qui comporte les boîtes de médicaments, les actes paramédicaux, kinés, orthophonistes et autres, les transports sanitaires, et tout ça plafonné à 50 €. Donc, depuis 2008, c'était 0,50 centimes par boîte, 0,50 centimes par acte paramédical, 2 € par transport sanitaire et 50 € par an par assuré plafonné. En 2024, le gouvernement a décidé de multiplier par 2 cette participation du citoyen. Donc 1 € par boîte, 1 € par acte et 4 € par transport, plafonné toujours à 50 €. Et donc à chaque fois qu'on multiplie, quand on remultiplie, c'est encore exponentiel. Donc là, on allait prendre cher. Avec le plafond, donc 50 €, donc 2 fois 50, donc franchise médicale. Et vous aviez aussi la participation forfaitaire, là sur les actes médicaux, donc lorsque vous alliez vers une consultation médicale auprès de votre médecin. Et là, vous aviez là aussi une participation de 2 € par consultation, avec un forfait de 50 €, ce qui faisait à peu près 100 € par an. Bon, voilà pour le principe. Ça, c'était le principe. Voilà. Et la décision, le projet du gouvernement, c'était de multiplier une nouvelle fois par 2, c'est-à-dire de passer de 2 € par boîte à 4 du coup, 2 € par acte, 8 € par transport, et sur un plafonnement à 100 € pour les franchises médicales et 100 € pour les participations forfaitaires, ce qui devenait à 200 € par citoyen. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, vu la situation des familles, encore une fois, ceux qui participent à cet effort, eh bien, c'est le petit Nicolas. C'est Nicolas qui travaille, qui va au boulot, qui se lève le matin, qui va toucher son salaire entre 1600 et 2200 €, qui n'a pas le droit à d'aide, et qui lui continue à toujours plus payer, toujours plus. Et il cotise toujours plus. Bon, messieurs, autour de la table, c'est vrai que c'était pas très électoralement acceptable, cette histoire, mais il faut faire des économies, Jean-Michel Fauvergue. Ouais. Alors la principale raison, c'est que c'était effectivement pas acceptable, sauf que ça a été annoncé il y a 15 jours et ça a été retiré maintenant. Ils auraient pu s'en apercevoir avant. Et ce que dit la ministre, qui est une copine d'ailleurs que j'aime bien, c'est la hausse Stéphanie Rist. La hausse n'a pas été comprise et peut paraître brutale. Bon, moi je veux bien. Alors sur le fond du problème, je me prononce pas. Enfin, je pourrais me prononcer, mais moi je veux me prononcer sur la forme. Si on n'est pas capable d'imposer ce type d'économie-là, on est mal barré sur un certain nombre de choses. C'est clair. Alors,
Tout à l'heure, Pascal nous dit que c'est toujours sur les mêmes que ça repose. Non, ça repose sur tout le monde, sur un grand panel. Et puis, sauf que du coup, ce sont les gens qui sont très malades qui en prennent. Oui, bien sûr que c'est les gens qui sont très malades. Tiens, tu es malchanceux, tu vas être encore plus malchanceux. Non, c'est les gens très malades qui payent le plus, mais très malades. Ça, effectivement, ça veut dire une problématique de santé, mais ça veut pas dire forcément qu'ils ont que c'est la classe la plus basse. Bon, et donc à un certain moment, il faudra aussi que les Français se mettent dans la tête que si on veut se sortir de là, il va falloir. Les Français, c'est 3600 milliards d'euros d'épargne. Bon, messieurs, vous êtes intéressants, mais on est tenu par le temps et je voulais absolument qu'on accueille Estelle de Nîmes. Bonsoir Estelle. Et bonsoir tout le monde. Et vous savez ce qui se passe, vous allez être notre ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Alors Estelle, vous venez d'écouter là ce sujet d'actualité porté par Pascal Chanteur, l'analyse de Jean-Michel Fauvergue, Philippe Charlès, etc. Vous, si vous êtes ministre de la Santé, alors en 3 grandes mesures, allez-y. Alors la première mesure, ça serait de faciliter l'accès aux médecins. Ah oui. Ouais. Renforcer ma proposition numéro 2. Après, j'ai détaillé si vous en avez besoin, mais renforcer les moyens de l'hôpital public. Alors, rappelez-nous, on n'a pas bien entendu la deuxième. Allez-y. Ah pardon, renforcer les moyens de l'hôpital public. Ouais. Et en proposition numéro 3, ce serait de faire de la prévention une priorité. Alors, si vous voulez, je peux détailler. Oui, sur la disponibilité des médecins, vous galérez, vous faites partie, nous aussi, c'est le cas ici, pour trouver des médecins, parce que on parle de franchise, mais finalement, encore faut-il trouver des médecins, hein. Exactement. Quand vous allez chercher des ophtalmos, par exemple, il vous faut 6 mois. Dermatologue, on n'en parle même pas. On a des vrais déserts médicaux. Hein. On fait quoi, Madame la Ministre, pour relancer des déserts médicaux pour que chaque Français puisse avoir accès à un médecin dans des délais raisonnables. Ouais, c'est-à-dire vous dites à un médecin, par exemple, vous n'avez pas le choix, il n'y a pas de place ici à côté de Aix-la-Chapelle, vous y allez. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Oui, c'est pareil, même chose, faut avoir le courage. Hein. Bon, deuxième point sur les hôpitaux. Souvent, il a été dit, Madame la Ministre, que c'était une question de bonne ou mauvaise gestion. C'est ça? Alors, comment on fait pour bien gérer? Je donnerai davantage de moyens aux hôpitaux pour améliorer les conditions de travail des soignants. Mais l'État n'a plus d'argent. Il faudra en trouver ailleurs. Il y a d'autres, d'autres priorités. Après, ça dépend où on met ses priorités. Ouais. Et c'est un choix politique autour de la table là, les chers vraies voix. Si c'est ministre, moi, mes principaux, ça serait effectivement le monde médical, mais aussi l'éducation. Enfin, j'en ai d'autres. Hein. Et juste pour rappeler votre troisième point, la prévention, ça veut dire. Alors. Attendez, parce que j'ai préparé mes faites attention, vous êtes en conférence de presse, Madame la Ministre. Exactement. J'investirai davantage dans la prévention pour agir avant l'apparition de certaines maladies, plutôt que de devoir uniquement les traiter. Par exemple, quand on fait des dépistages de cancer du sein, par exemple, ça serait une obligation tous les ans. Vous voyez ? Oui, parce que bien souvent, si on arrêtait de fumer, par exemple, c'est le cas pour non, c'est pas le cas pour le cancer. Alors oui, bien sûr, il y a de la prévention, mais finalement, si tout le monde essaye de faire attention, alors il y a tout le monde qui veut réagir autour de la table. Le problème, c'est que chacun dans son tour de table, ayant été très très long et très complet, on est piégé parce que il faut aller sur l'info. Estelle, vous restez bien sûr avec nous. On va vous retrouver tout à l'heure pour notre grand débat, le débat sur les déplacements avec le coût de l'essence, avec les trains qui n'avancent plus quand il y a de l'orage, avec les avions qui restent à terre, vous allez voir. Donc c'est dans un instant, tout de suite après les infos qui arrivent. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix de l'été, alors plus à vélo, je vous le confirme, parce que vous allez voir dans un instant, si vous voulez prendre le train, l'avion, la voiture, c'est la galère. Et alors en plus, tenez-vous bien, on a vraiment les plus grands experts pour vous aider à bien vous déplacer autour de la table, les vraies voix ce soir.
puisque parmi nos 3 vraies voix, nous avons l'ancien chef du RAID et ancien député La République En Marche de Seine-et-Marne, Jean-Michel Fauvergue. Il va vous préparer, lui, comme ces gars du RAID. Tout à fait. C'était dur, les entraînements du RAID, oui, forcément. C'est fait pour ça, un peu. Oui, c'est fait pour ça. Oui. Lui, il fait sa première avec sa nouvelle casquette. Plus de cycliste, mais de conseiller municipal de Ginesté et de président de la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs. Pour vous entraîner à vélo, il en connaît un rayon, plusieurs Tours de France à son actif. Pascal Chanteur. Bonsoir à toutes et tous. C'était fait exprès, il en connaît un rayon. Oui, tout est écrit. Tout est écrit. Vous roulez encore, Pascal ? Un petit peu avec mon fils. Oui, on salue Maxence, c'est ça. C'est bien ça. Oui. Et puis, alors lui, si jamais vraiment le vélo ne vous dit rien, il vous trouvera toujours une énergie, l'hydrogène, on ne sait pas, quelque part le soleil, puisque c'est notre expert en questions énergétiques et membre du think tank Le Millénaire, Philippe Charlez. Vous faites un peu de vélo, vous êtes belge, Philippe? Ah, absolument. Je fais du vélo dans les Alpes-Maritimes. En plus, ouais. Voilà, donc dans le l'arrière-pays Grasois. Non, le col d'Aise est trop dur. Moi, je me contente du pas de la Faille, du Ferrier et du col du Pilon. Voilà, pour ceux qui connaissent. Il est pas impressionnant, notre Philippe Charlez. Bon, même Pascal Chanteur applaudit. Allez, c'est parti. N'importe quel col, il faut le monter, il faut pas croire. Bien sûr, mais vous en êtes un autre. Moi, j'ai monté le Revard il y a quelques jours. C'était pas simple. Au-dessus d'Aix-les-Bains. Allez, le grand débat. Les vraies voix Sud Radio. Les trains vacillent au gré des caprices météorologiques. Les avions décollent quand ils veulent. L'essence va encore augmenter. Se déplacer est devenu une vraie galère, d'autant plus à la veille de ce dernier grand week-end de vacances. Et puis il y a ceux qui aimeraient voir leur famille, leurs amis, un spectacle, les belles régions de notre pays, et qui s'abstiennent par manque de moyens. Notre grand débat ce soir, #carburant, #transport en commun. Réduisez-vous vos déplacements par souci d'économie? Dites-nous si vous en êtes là, parce que c'est vrai, on n'en peut plus, ça coûte cher. Et Louis de Kergorlet qui est avec nous. Bonjour Louis. Et bonjour Frédéric, bonjour à tous. Je rappelle que Louis fait partie de l'équipe, c'est notre journaliste, investigation, etc. Alors, on en est où de nos transports en commun? On peut se déplacer? C'est un petit peu compliqué, vous le disiez, avec ce week-end, les premiers retours de vacances. Une question que se posent beaucoup de Français, est-ce qu'ils vont pouvoir prendre les différents transports? Et vous allez le voir, ça n'est pas évident pour tout le monde. Si je parle du train, par exemple, vous avez des voyageurs qui ont mis, ce matin, ils sont arrivés après presque 12 heures de trajet entre Hendaye dans le Pays Basque et Paris, en cause la foudre. Il n'était pas parti de Shanghai, c'était bien Hendaye. Non, Hendaye, exactement. Voilà, ça, Et donc écoutez déjà les témoignages de ces voyageurs repris sur BFM et France Info. Le personnel navigant était abandonné, il savait pas ce qui se passait. Personne ne savait. Enfin, il y avait 2 mecs, 2 contrôleurs, je pense, qui étaient dans les wagons et sur le quai. Et eux-mêmes, en fait, on les menait à la baguette, quoi. On leur donnait des fausses informations et en fait ils répétaient, ils essayaient de tenir en haleine les gens en donnant des fausses informations. À l'origine, donc, normalement, on devait être pris en charge pour être hébergé dans les hôtels. Ça, il y a une contre-information qu'on a aidé sur le quai en disant, non, on n'est pas au courant, donc vous retournez dans le TGV. Et donc toutes les personnes sont restées à passer la nuit. On voyait un peu la cohue, les valises partout. Alors là, donc vous me direz, cher Frédéric, pourquoi pas l'avion? Alors déjà, au-delà du fait que c'est quand même le moyen de transport qui pollue le plus, mais admettons, là c'est aussi loin d'être évident. Je crois d'ailleurs que même les vraies voies ont été impactées, cher Frédéric. Oui, alors tenez-vous bien, vous connaissez notre Nathalie Lebas qui vient notamment l'été avec nous. Alors Nathalie Lebas des Hauts-de-France, bien sûr, la spécialiste des questions d'éducation ce matin. Mais Frédéric, je viendrai bien aux vraies voies, mais seulement là-bas en Corse, il n'y a plus d'avion. Bonjour Nathalie Lebas, elle est avec nous. Si vous regardez sur la chaîne YouTube, elle est en visio, on l'aperçoit. Bonsoir. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bon, Louis, réexpliquez-nous ce qui s'est passé et on en parle bien sûr avec Nathalie pour la partie justement. Avion. Et voilà, exactement, puisque du coup Nathalie, donc vous êtes en Corse, du côté d'Ajaccio, je crois. Et elle est encore en Corse. Voilà, encore en Corse. Non, de Bastia. De Bastia, d'accord. C'est le nord. Oui, exactement, c'est le nord. Et donc du coup d'ailleurs sur place vous avez eu la bonne idée de nous envoyer aussi quelques témoignages de gens qui étaient avec vous, un peu surpris, qui voulaient prendre l'avion mais n'ont pas pu. On les écoute. On est en flux tendu, donc dès qu'il y a un grain de sable, la machine se bloque.
Alors on vous dit qu'on vous envoie un SMS ou un mail, on vous l'envoie pas. Et puis on vous met sur un vol, vous l'apprenez parce que vous avez appelé, mais pas parce qu'on vous a averti. Comment vous vous sentez ? Dans l'incompréhension totale, je vois que tous les autres vols partent de Air Corsica ou de compagnie. J'essaie de les joindre depuis ce matin que j'ai reçu le mail à 7h, aucune réponse au téléphone. En fait, on aimerait juste avoir une réponse, si on part aujourd'hui, si on part pas aujourd'hui. Est-ce qu'ils apportent des solutions en attendant ? Mais pour l'instant, on n'a aucune réponse. Bon, du coup, chère Nathalie, depuis du coup que vous nous avez donné ces enregistrements, quelle est la situation ? Est-ce que vous y voyez un petit peu plus clair sur votre retour dans la métropole ou pas du tout ? Alors oui, j'y vois un petit peu plus clair, mais c'est là où c'est assez aberrant. On a eu des informations contradictoires. Alors comme vous, Air France s'est trompé. Ils ont cru qu'on était à Ajaccio, puisque tout à l'heure, j'ai eu un message me proposant de prendre un bus à Ajaccio alors qu'on est à Bastia. C'est dommage qu'ils ne connaissent pas la situation de leurs voyageurs. Toujours est-il qu'ils nous prévoient un vol demain. Mais ce qui est vraiment frustrant et, à mon sens, un défaut de service client, et pour une entreprise dont 28% du capital est détenu par l'État, je pense que c'est quand même un signal très négatif et inquiétant qui n'est pas normal. Moi, j'ai vu aujourd'hui des personnes qui étaient complètement démunies. Les agents, lorsqu'on a eu des informations vers 9h du matin, donc on nous prévient à 7h du matin que notre vol ne partira pas. À 9h, alors d'abord on nous dit de contacter les agents Air France, mais ça ne répond pas. La chaîne WhatsApp de Air France ne fonctionne pas. Le service client ne bouge qu'à 8h. À 9h, à l'aéroport, on a une queue énorme au comptoir. On finit par avoir quelqu'un qui vient nous voir et là, qui nous explique qu'il n'y a pas de vol, il n'y aura pas de vol qui décollera. Alors que quand on regarde sur Internet, sur les applis d'achat, il y avait des vols cet après-midi. Mais on nous dit non, c'est pas possible, on ne vous transmettra pas. Et Nathalie, vous avez vu décoller des avions alors sans vous ou pas cet après-midi ? Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. D'accord. Et en fait, mais ils étaient complets peut-être. Ils étaient. Alors, non. On nous dit qu'ils sont complets, sauf que sur les sites en ligne, visiblement, on pouvait acheter. Alors très très cher. Moi, j'ai vu même pour demain des billets à plus de 1 000 euros. Oh. Quel était le problème ? Et en fait, aucun suivi. Alors, on nous dit qu'il y a des orages de prévus, sauf qu'il fait beau. Nathalie, ce que demande Philippe Charlès, alors officiellement, c'est quoi le problème du fait que vous n'ayez pas eu d'avion aujourd'hui ? Eh bien, ils avaient prévu des orages. Finalement, les orages, il n'y en avait pas à l'heure du vol. D'ailleurs, on a d'autres compagnies comme Voltea ou Air Corsica qui étaient capables de décoller, mais pour d'autres destinations, Nantes ou Bruxelles. Et moi, ce que je trouve vraiment choquant, c'est qu'on n'a pas aidé les gens. Moi, j'ai vu des voyageurs qui étaient âgés et à qui on a dit « débrouillez-vous ». J'ai vu des personnes qui étaient démunies. Logiquement, ils devraient les aider. D'ailleurs, sur l'application Air France, ils indiquaient qu'on allait avoir un repas pris en charge, l'hôtel pris en charge. Sauf que quand on se connecte dessus, ça nous dit « désolé, il n'y a pas d'hôtel ». Quand vous allez, vous recevez un message qui vous dit « vous allez avoir un repas pris en charge ». Connectez-vous sur votre application pour avoir un bon de repas. Et puis, quand vous vous connectez, ça vous dit qu'il y a une erreur technique, que ça ne peut pas fonctionner. Et que donc, vous avez qu'à retourner à l'aéroport, alors qu'on vous a demandé d'en partir parce qu'il y avait trop de monde dans l'aéroport et que ça gênait. Et là, on vous explique, en gros, débrouillez-vous. Bon. Et je pense que c'est pas responsable. Pour ma part, j'ai trouvé des solutions. J'avoue que je suis un petit peu inquiète à la fois pour les personnes âgées. Vous rentrez ce soir, Nathalie, ou pas ? Non, je rentrerai demain après-midi. Et vous avez trouvé une solution pour dormir cette nuit, quoi. Voilà. Tout à fait. Oui. Mais moi, je pense aussi à toutes les personnes qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, qui s'étaient peut-être cotisées pour avoir un voyage de 4-5 jours. Ça existe, les packs. Et là, on leur dit, débrouillez-vous pour cette nuit. Ces gens-là, comment ils vont faire pour payer leur nuit ? Et on leur dit, avancez, vous serez remboursé par la suite. Mais quand, comment ? Et puis des gens ne pourront pas.
Bon, alors vous entendez Nathalie, nos 3 vraies voix là qui réagissent. Merci Nathalie. Alors bon, bonne soirée évidemment là-bas parce que c'est quand même un plaisir d'être en Corse. Mais enfin, quand on ne l'a pas voulu, c'est forcément un peu plus délicat. Juste autour de la table, réaction à ce que dit Nathalie Lebas. Philippe Charlez, vous sentez quand même que ces galères des transports, franchement, ça n'incite pas. Alors, je vais dire, c'est pas nouveau. On sait que dans le transport aérien, il y a toujours beaucoup plus de retard et de problèmes que dans les transports ferroviaires. Même si hier, il y a eu ce malheureux problème à Hendaye. Vous êtes plus train qu'avion. J'ai été très avion pendant ma carrière pétrolière, mais par contre aujourd'hui je prends assez peu l'avion. Quand je descends dans le sud, oui, je prends le train. Et je dois dire que bon, il y a effectivement des retards parfois d'un quart d'heure, une demi-heure, mais globalement les trains en France, je trouve que par rapport à beaucoup de pays, ça fonctionne quand même relativement bien. Oui, parce qu'on oublie de parler des trains qui arrivent à l'heure. Mais enfin quand même, Pascal Chanteur, on a vu qu'il y a beaucoup de galères. Vous habitez en Dordogne. Alors, les gens de Dordogne qui veulent aller à Paris, à Marseille, à Toulouse. Non, mais quand j'entends le témoignage, la première chose, moi j'ai la chance de voyager beaucoup, que ça soit à l'étranger ou sur le territoire français. Première chose, je me demande, mais qu'est-ce qui fonctionne dans notre pays correctement? Les trains qui arrivent à l'heure. Moi j'ai fait un aller-retour Laval-Paris, là ça marchait bien, par exemple. Ce matin, par exemple, j'ai eu 1 heure de retard. D'accord. Bon. C'est ce matin, 1 heure de ça, Bordeaux-Paris. À la gare Montparnasse, oui, parce qu'il y avait effectivement des gros problèmes à cause de... Donc gare Montparnasse, c'est un problème. Ouais. Et c'est vrai, avec la chaleur, la canicule... J'entendais le témoignage, que vont devenir les personnes âgées, tout ça. Mais tout est écrit. En fait, les compagnies, moi je le vis régulièrement, ils font en sorte que que les gens puissent se débrouiller dans un premier temps par eux-mêmes, et puis au dernier moment, quand il n'y a plus de moyens... Là, on les prend en charge. On prend en charge les derniers restants qui se retrouvent sur le carreau et à qui on va trouver des solutions. Et même, je prendrai l'exemple de la... Alors bon, c'est un exemple évidemment assez exceptionnel, mais les touristes qui étaient à Abu Dhabi, à Dubaï au déclenchement de la guerre et qui se sont retrouvés pendant plusieurs semaines à Dubaï avec des prix qui étaient exorbitants dans les hôtels et qui n'ont absolument pas... Ça, c'est vraiment pour le coup un coup de malchance. Mais c'est vrai au quotidien. Mais les compagnies devraient les assister. Jean-Michel Fauvergue. Avec les influenceurs qui crachaient sur la France et qui voulaient qu'on allait mais c'est un autre débat. Voilà, revenons là-dessus. Sur l'histoire de nos trains, c'est vrai que le train, c'est un déplacement magnifique à faire. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de soucis. Là, on l'a vu, la canicule, les orages. Alors, je pense qu'on a moins de soucis sur les trains que sur les avions. Vous aussi, vous êtes plus de... Oui, d'accord. Et quand dans les avions on a un souci, c'est de suite 200 personnes qui sont impactées. Donc c'est effectivement. Sur le train et en particulier sur les gares. Moi je voyage souvent, je suis conférencier, je vais un peu partout dans les entreprises en France. Moi les trains ils sont à l'heure à 90%, les miens en tout cas, hein, ce que je prends. Et puis j'ai trouvé que l'information à la SNCF va beaucoup mieux. Là l'information que nous dit Nathalie, c'est du catastrophique. À la SNCF, il y a eu des progrès qui ont été faits. On sait à peu près ce qui se passe. Il y a des remboursements aussi une fois qu'on arrive en retard, etc. Donc c'est beaucoup mieux. Les transports en commun en région parisienne, puisque moi j'habite en région parisienne, je trouve ça plutôt pas mal aussi. Et pour ce qui est des problèmes d'essence, moi aujourd'hui j'ai réglé le problème. Juste aujourd'hui. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? On va attendre. On va parler de l'essence dans un instant parce qu'on doit marquer la respiration. On a bien cerné le problème des déplacements en transport en commun. Merci Nathalie Lebas de nous avoir partagé cette expérience. Finalement, vous avez fait partie des vraies voix aujourd'hui. Mais la question du jour, #carburant, #transport en commun, réduisez-vous vos déplacements par souci d'économie? On n'a pas parlé de l'argent, mais on va en parler. Plus l'essence, etc. Ben, on y arrive, Jean-Michel. Hein? À tout de suite. En ce dernier week-end d'échange, de départ, de retour en vacances, les trains vacillent au gré des caprices météorologiques, les avions décollent quand ils veulent, l'essence va grimper encore et encore augmenter. Se déplacer est devenu une vraie galère, d'autant plus donc la veille de ce dernier grand week-end de vacances, évidemment. Et puis il y a ceux qui aimeraient voir leur famille, leurs amis, un spectacle, les belles régions de notre pays, je vous le disais tout à l'heure. Oui, c'est la galère, ça pollue, l'avion, le train, ça de temps
temps en temps arrivent en retard, les bateaux, les fleuves sont à sec. Enfin bref, on peut tout imaginer. Avec nous, les vraies voix, Pascal Chanteur, Philippe Charlès, tiens, grand spécialiste des énergies, et puis Jean-Michel Fauvergue également. Voilà, alors, on a bien cerné le problème des transports en commun. Les 11h30 de retard du train Hendaye-Paris, enfin Dax, Bordeaux, etc., etc. Le problème de notre chère Nathalie Lebas qui a galéré pour son Bastia-Paris. Alors maintenant, parlons de l'essence. Parce que oui, c'est évident, les carburants vont encore augmenter. Et les carburants, l'inflation énergétique s'installe durablement dans le quotidien des Français, puisque, on vous le confirme, la guerre en Iran n'est pas prête de s'arrêter. Aujourd'hui, le plein de 50 litres coûte désormais automatiquement plus de 100 €. La question que nous vous posons, #carburant, #transport en commun, réduisez-vous vos déplacements par souci d'économie? Vous réagissez au 0826 300 300. Tiens, d'ailleurs, il y a Charlène à Massy-Palaiseau dans l'Essonne. Bonsoir, Charlène. Bonsoir les vraies voix, bonsoir tout le monde. Bon, écoutez, moi je me suis fait la réflexion, on a discuté avec ma femme, on s'est dit bah oui, mais si on y retourne, l'essence, tout ça, et on s'est pris à s'observer nous-mêmes en se disant, on réduit le déplacement à cause de l'essence. Est-ce que vous c'est pareil, Charlène? Oui. Tout à fait. Avant, effectivement, on prenait la voiture pour des trajets courts, mais sans forcément réfléchir à savoir ce que ça allait nous coûter finalement à la fin du mois ou pendant le plein. Du coup, effectivement, là, avec l'augmentation du prix de l'essence, qui est assez folle, je dirais, on essaye, avec mon conjoint et mes enfants qui ont également le permis, de réduire un maximum les coûts. J'ai, par exemple, mon fils qui utilise son vélo électrique pour aller au travail, qui est à 10 km, parce que forcément, l'essence, même pour un petit salaire, ça revient très cher. Qu'est-ce que vous sacrifiez finalement parce que vous vous dites non, ça va me coûter trop cher en essence? Est-ce que du coup... Ouais, allez-y. Oui, là, dernièrement, on devait aller se rejoindre avec mes parents et ma sœur. Mes parents habitent en région parisienne, mais alors pas à 1 heure de route, et ma sœur habite Tours, et effectivement, ça devient compliqué pour les réunions de famille. Voilà. Alors ça, je voulais l'entendre. Parce que, merci vraiment Charlène, il y a plein de choses dans ce que vous dites. Effectivement, il y a l'argument, on prend moins sa voiture, c'est mieux pour la planète et tout ça. D'accord. Mais maintenant, pour le lien social, Jean-Michel Fauvergue, ça, on n'y avait pas pensé finalement. C'est-à-dire que comme on peut plus se déplacer, nos grands-parents, on va un peu moins les voir. Oui, enfin, c'est pas qu'on peut plus se déplacer, c'est qu'il faut se déplacer différemment. Quand on en a la possibilité, par exemple, il y a une grosse différence entre un retraité et quelqu'un qui travaille, et surtout qu'il y a des enfants, c'est que le retraité peut, par exemple, partir sur des périodes où il n'y a pas d'affluence, etc. Ouais. Mais Charlène a bien dit, finalement, que son fils prenne le vélo électrique, c'est pas mal. Il y a 10 km, tout ça. Il faut savoir que les trajets quotidiens se font en moins de 20 km ou moins de 30 km chaque jour, en aller-retour. Et donc, il y a des alternatives. Mais c'est vrai que ça devient difficile. Et moi, aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure quand vous avez lancé la pub, j'ai réglé le problème parce que aujourd'hui même, j'ai acquis un véhicule électrique. Un véhicule électrique français. Vous l'avez payé cher? Enfin, je vous demande pas le prix, je veux dire, mais j'ai une reprise. Est-ce que c'est rentable? Je vais tout vous dire. J'ai eu une reprise sur un SUV que j'avais. Alors, j'ai eu un SUV avant d'une marque étrangère qui était diesel. Je bouffais 6 litres au 100 de diesel. On nous a dit que vous bouffiez beaucoup, effectivement. Ouais, je mange beaucoup. Ouais. J'ai acheté donc le même SUV en hybride. C'est une escroquerie. Il était quasiment à 8 litres au 100. C'est une escroquerie, l'hybride. Voilà. Et donc, du coup, là, je suis passé à l'électrique et donc, j'ai eu une belle reprise sur le véhicule, mais j'ai baissé de gamme sur mon véhicule. Ce qui fait que je récupère de l'argent sur l'assurance et sur le véhicule. Donc, j'ai rajouté derrière, pas énormément, en fait. Et donc, l'électricité, c'est moins cher. Et c'est moins cher. Et je pense que, le gouvernement l'avait dit, le chef du gouvernement l'avait dit, et moi, je crois que là-dessus, il a raison. Il faut qu'on s'oriente vers autre chose, et en particulier l'électricité. En France, on a de l'électricité. D'accord. Alors, donc ça, c'est bien noté. Mais Pascal Chanteur, vous qui représentez si bien les territoires, et notamment votre Dordogne, vous allez nous dire que quand il n'y a pas de transport en commun, quand il n'y a pas de solution,
C'est ça le problème. C'est la voiture. C'est la voiture, il faut être clair. Alors j'entendais très bien Jean-Michel qui nous expliquait que l'électricité était le nouvel Eldorado. Certainement que pour un grand nombre de personnes, ça peut l'être. Mais moi je pense aussi aux gens qui habitent dans des immeubles, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Parce que dans un immeuble, il n'y a pratiquement pas de recharge. Ou alors on va jeter la prise de courant par la fenêtre et puis on va recharger. Moi j'ai demandé de pouvoir monter la voiture électrique dans l'ascenseur, ça m'a été refusé. Voilà, donc il y a toute une logistique déjà à trouver. Moi je pense que là-dessus, le moteur gagnant, ça doit pas être une manière idéologique. Notre priorité est de produire une énergie abondante, décarbonée, compétitive et souveraine. C'est ça qu'on doit trouver. Et en l'occurrence, alors, on parlait de l'électricité. Le problème de l'électricité, on le sait bien, c'est les minéraux. Les minerais, le cobalt, le lithium, il y a un certain nombre de minerais qui aujourd'hui coûtent beaucoup d'argent. Les batteries, ça pollue aussi. Et ça pollue. Et aujourd'hui, et il n'y a pas que ça, il y a aussi les pneus, les plaquettes. On voit bien que tout ça, c'est encore, il y a quand même, ça reste une voiture. Donc oui, il faut travailler sur les transports en commun. Nous, je vois à Bergerac, on a très très peu de transports en commun. On a des transports en commun dans Bergerac. Mais par exemple, moi qui habite Ginesté, je n'ai rien. Si je n'ai pas de véhicule, alors moi ça va, j'ai mon vélo. Oui, je peux y aller en vélo. Vous avez fait plusieurs tours de France. Mais tout le monde ne fait pas 7 ou 8 km à vélo. Alors, vous connaissez la gymnastique, chère vraie voix. Et vous, les auditeurs de Sud Radio. Donc, on marque une petite respiration. On va savoir exactement ce que vous en pensez. Alors déjà, Charlène nous a bien expliqué au 0826 300 300, mais est-ce que vous réduisez vos déplacements par souci d'économie? Et la chance, c'est que nous avons notre grand spécialiste de l'énergie. Et il va tout vous dire concernant les coûts des carburants parce qu'on commence à avoir peur. Philippe Charlez se prépare. À tout de suite. Plié vers le train, pas de chance, il ne fonctionne ni en temps de canicule ni pendant les orages et ça tombe mal. Cet été, il y en avait beaucoup. Les avions, les bateaux, bref, c'est la galère. Et puis, vous l'avez vu, les carburants coûtent cher. Notre Philippe Charlez national, grand spécialiste des coûts, des prix de l'essence, va nous expliquer tout cela. Dans un instant, Quentin Saunier, vous nous direz ce qu'en pensent nos auditeurs. Alors, grosso modo, à quoi faut-il s'attendre, Philippe Charlez, sur le coût de l'essence? Je précise quand même qu'on voit des reportages en ce moment où les Français vont en Belgique pour faire le plein d'essence chez vous en Belgique. Alors, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le prix de l'essence, il y a deux postes fondamentaux qu'on ne maîtrise pas. Donc le premier, c'est le prix du baril, ça tout le monde en parle. Un renchérissement de $10 sur le prix du baril, c'est 6 à 7 centimes de plus sur le litre d'essence. Ça, la tendance, c'est dès la semaine prochaine, ça réaugmente. Et aujourd'hui, alors j'ai pas regardé le prix du baril aujourd'hui, on est quand même pas si élevé que ça. On est entre 85 et 90 dollars le baril, donc ce qui veut dire que sur les 60 centimes d'augmentation, 1,60 à 2,20 du diesel, le baril va jouer sur 15 centimes. Et le reste, en grande partie, il y a un tout petit peu de taxes supplémentaires, mais c'est assez marginal. Le gros poste maintenant, c'est ce qu'on appelle la marge de raffinage, c'est-à-dire en fait le prix du produit raffiné. Mais ça veut dire qu'on raffine de manière plus chère en France qu'en Belgique? Non. Quand on parle de prix du produit raffiné, c'est le prix marché du produit raffiné comme le prix du baril. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de produits raffinés, notamment parce que on a fortement réduit nos capacités de raffinage en Europe, parce qu'on trouvait que c'était beaucoup moins cher de raffiner en Russie. Et aujourd'hui, on ne veut plus. Ça, c'est un visionnaire qui a choisi ça, non? C'est un visionnaire qui a choisi ça. Et on ne veut plus aujourd'hui des produits raffinés russes pour les raisons que vous imaginez. Deuxièmement, il y a quand même une perte de produits raffinés qui traverse aussi le détroit d'Ormuz. Donc, ce qui veut dire qu'il y a globalement sur la planète un déficit de produits raffinés et spécialement de diesel, d'où l'augmentation. Donc, sur les 60 centimes d'augmentation, il y a 40 centimes de problèmes de raffinage. Et ce sont des problèmes dont on parle très peu et dont on ne voit pas la sortie à court terme. Alors, c'est très clair et très pédagogique, comme à chaque fois avec vous, Philippe, et merci. Mais juste la petite question, pourquoi les Français traversent la frontière pour aller faire le plein en Belgique? C'est parce qu'il y a quand même les taxes de notre gouvernement. Les taxes représentent environ la moitié du prix.
Oui. Mais ça, c'était déjà le cas. Avant. Mais les taxes n'ont pas baissé. Non. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le différentiel par rapport aux pays voisins, ce sont les taxes, parce que ce soit sur les marges de raffinage et sur le prix du baril, nos voisins subissent les mêmes prix. Bon, alors Quentin Saunier, que disent nos auditeurs? Arrêtez, chers amis, de toucher trop vos micros, parce que ça s'entend à l'antenne. Sur cette question, hashtag carburant, hashtag transport en commun, réduisez-vous vos déplacements par souci d'économie? Eh bien, vous répondez oui à 80% et vous nous laissez aussi beaucoup de commentaires. On a Martial qui dit non, je ne peux pas me le permettre, je n'ai pas le choix pour aller au travail, évidemment. Et on a Mona qui nous dit en ville, on peut se permettre de limiter la voiture, mais qu'en est-il de tous ceux qui habitent en campagne, dans les villages, soit une grande partie des Français? Alors Marc est au 0826 300 300, mais en plus il est aide-soignant. Bonsoir Marc. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de Bordeaux. Ah, Bordeaux, très bien. Pas très loin de chez Pascal Chanteur, vous voyez. Alors, on doit d'ailleurs, dans un instant, vous savez qu'on attend une grande réponse concernant le club des Girondins de Bordeaux. On va savoir si, oui ou non, le club va pouvoir continuer. Mais en l'occurrence, pour l'instant, continuons avec vous le débat. Vous, en tant qu'aide-soignant, j'imagine que c'est la croix et la bannière. Alors, c'est particulier parce que moi, je suis aide-soignant à domicile, donc on est... beaucoup de gens ne savent pas, mais les aides-soignants à domicile sont tributaires d'une association quelconque. On n'est pas libéraux comme les infirmiers. Ah oui. Voilà. Et j'utilise mon véhicule essence pour aller, parce qu'on n'a pas assez de véhicules de fonction. Comme tout ça, c'est les associations de soins à domicile qui sont financées par le Conseil général, départemental, et l'ARS. Et moi, j'utilise mon véhicule pour aller faire les tournées des patients. Donc par mois, combien vous avez en moins depuis le début de cette crise, on va dire en juillet, en août? En gros, je calcule pas par mois. Je vous avoue, je fonctionne avec. Je suis obligé de rogner sur tout ce qui est nourriture. Moi, je vis seul, nourriture, les vêtements, les chaussures, c'est pas la peine. Je fais gaffe à tout le temps, tout le temps. Et en sachant ça, c'est notre convention qui est comme ça, mais on est payé 50 centimes du kilomètre. Ouais. Voilà. Alors tout à l'heure, j'écrivais pour lancer le grand débat. Vous n'avez plus d'argent pour aller au restaurant, c'est normal, tout passe dans le plein d'essence. Je voulais être provocateur, mais en fait, c'était pas de la provocation, c'était de la réalité, ce que j'étais en train de dire. C'est pas complètement vrai. En moyenne, le Français dépense 8% pour ses transports et 36% pour le logement. Oui, il y a le logement aussi. Oui, d'accord. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si le logement n'a pas fortement augmenté, mais la grosse partie pour les ménages français, c'est quand même le logement, il faut le rappeler. Oui, voilà, c'est ça. Mais sauf que dans ce qu'il est obligé de rogner par rapport à la dernière tendance, évidemment, c'est le prix de l'essence, et notamment par sa profession. Est-ce que allez-y. Voilà. Oui, Jean-Michel, je vais vous poser une petite question parce que pour les professions de soignants, alors je disais surtout les infirmiers à domicile que vous n'êtes pas, mais en général pour les professions de soignants, il y a une ouverture sur les véhicules électriques, l'aide sociale aux véhicules électriques. Oui, qui est dérisoire. Ouais. Vous y avez droit? Ouais, c'est presque rien, quoi. Voilà, moi, je vais vous dire honnêtement, il me reste 1500 € d'économie en banque et j'ai déjà un prêt sur le dos. Je fais quoi? Je m'achète un véhicule électrique d'occasion où je suis même pas sûr et j'ai pas de borne. Et je voulais en parler, je finis là-dessus sans vous embêter. On n'a pas de borne à la résidence où j'habite, en sachant qu'il va falloir que je calcule en travaillant en coupure. Je travaille en coupure, donc je rentre chez moi, je repars. Il va falloir que je calcule à quel moment je refais la borne, à quel endroit, pour être sûr d'aller voir mes patients. C'est du concret. Voilà, là c'est du concret, c'est-à-dire que on peut faire venir tous les spécialistes du monde. Marc, quand il nous dit ça, voilà, vous avez tout compris. Marc, merci mille fois pour votre écoute. Non, mais merci à vous surtout de nous faire partager votre expérience. Alors, je me retourne vers Louis. Est-ce qu'on a du nouveau pour les Girondins de Bordeaux, Louis? Non, toujours pas. Il faut croire qu'ils jouent la montre et que leur destin ne tienne qu'à un fil. Très bien. Alors, on a justement. Alors, continuons. Réaction sur ce que vient de dire notre auditeur bordelais sur l'utilisation de la voiture. Alors, Pascal. Non, mais c'est du concret de ce qu'on vient d'entendre, mais je voulais juste intervenir sur une expérience. Mois de juillet, Tour de France, départ en vacances, beaucoup de monde sur les routes. Il faut savoir que sur les aires de repos, là où il y a la possibilité de recharger ou de refaire son plein d'essence, mais c'est carrément
C'est un pugilat. Oui, il faut attendre. Il y a des sociétés de gardiennage, de vigiles, qui doivent intervenir pour faire respecter les queues. C'est 4, 5, 6 heures d'attente. Donc aujourd'hui, il faut le dire clairement, l'électrique, c'est très bien. Quand il y a des petits déplacements locaux et qu'on peut recharger à son domicile, c'est parfait. On fait 100 km par jour ou quoi que ce soit, c'est parfait. Mais dès qu'on doit prendre la route, ça devient immédiatement une galère. Il n'y a pas un système, Philippe, qui doit pouvoir exister, c'est-à-dire auto-rechargeable, quelque chose, non? Ça avance là-dessus ou pas, Philippe Charles? Non, c'est-à-dire que globalement, les prises les plus rapides, vous rechargez en un quart d'heure, 20 minutes. Imaginez une pompe à essence où vous attendez 20 minutes la pompe, un 1er août, c'est exactement ce que dit Pascal. J'avais calculé que si vous voulez absorber avec à peu près l'ensemble des voitures électriques en France un 1er août, il vous faut entre 150 et 200 recharge rapide par station service. Il n'y a pas, imaginons un jour que quelqu'un aura chacun sa petite recharge rapide qu'il mettra grâce à une espèce de dynamo de voiture et qui amènera le... non, alors c'était l'idée de l'hybride, mais vous avez... ça c'est l'hybride, mais le problème de l'hybride, ce qu'a dit Jean-Michel... Moi j'ai l'hybride, c'est vrai que finalement on consomme beaucoup mais avec forcément, la voiture, il y a une batterie, donc elle pèse 4 à 500 kilos de plus. Donc ça veut dire... Moi j'ai eu l'expérience aussi avec une X1, une BMW X1 essence sur un long trajet, vous faisiez du 6 litres au 100 et avec une hybride, faites du 9 litres au 100. Or, ce que vous utilisez, l'hybride d'essence sur une longue distance, c'est effectivement sur les longues distances. Donc, globalement, c'est pas non plus la solution. Oui, c'est pour ça que j'ai maigri, moi, du coup, avec mon hybride, je suis moins lourd et vous avez pris une grande rallonge sur les... Oui, aussi. Oui. C'est le problème de la voiture électrique belge. Il s'était arrêté au bout de 100 mètres parce que la rallonge était trop courte. Voilà, chers amis, je rappelle que Philippe Charlez est belge. Fallait-il le préciser parce qu'il y a quand même le petit Personne accent n'est parfait. Adorable. Bon, écoutez, dans un instant, Louis de Kergorlet, même si on n'a pas de nouveau pour les Girondins de Bordeaux, on va en dire un petit mot. Et puis, comme on est très sport, on s'amusera à jouer aussi autour du sport. À tout de suite, les vraies voix. Bon courage si vous partez et si vous revenez. Il faut prendre la voiture, ça a coûté cher. Frédéric Brindel. Alors, avec ces questions de se déplacer en voiture, en train, en avion, c'est la galère. Eh bien, on n'oublie pas quand même que ce week-end, c'est le début de plein d'événements sportifs. Vous allez peut-être aller voir les équipes de Ligue 1. Alors, on aurait aimé avoir les Girondins de Bordeaux, si vous êtes supporter, mais malheureusement, que ce soit Philippe Charlez autour de la table, Jean-Michel Fauvergue et puis Pascal Chanteur, vous ne pourrez pas encourager en Ligue 1 une nouvelle fois cette année les Girondins de Bordeaux. Et j'irais même plus, quelles que soient les divisions, Louis de Kergorlet, parce que les supporters girondins retiennent leur souffle. Exactement, puisqu'en fait la décision ultime de la DNCG pour savoir donc si les Girondins de Bordeaux étaient maintenus, alors soit en National 1, donc qui est du coup la 4e division du football français, ou alors rétrogradés en Régional 1. Et à ce moment-là, c'est plus des questions. Du coup, le club deviendrait un club amateur, donc il y aurait aussi plein de conséquences économiques pour le club. Donc la décision devait être rendue à 18h. Comme vous le voyez, il est 18h45 passé, ça traîne. Bon, on rappelle qu'il y a un nouveau stade, il y a des moyens, il y a toute une ville, il y a toute une histoire. Le grand Alain Giresse y a joué, etc. Donc c'est un vrai cataclysme. Exactement. Et du coup, pour en parler avec moi, j'accueille Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business. Bonsoir Vincent. Bonsoir Louis. Alors, et bonsoir Vincent, le spécialiste. Exactement. Et écoutez, on aurait aimé commenter avec vous du coup la décision de la DNCG. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Du coup, je voulais simplement vous demander, du coup, quels sont un petit peu les deux scénarios. Que se passe-t-il si Bordeaux est maintenu en National 1 et que se passe-t-il si Bordeaux est rétrogradé en Régional 1? C'est une question d'étage et de division à remonter pour retrouver l'élite. C'est surtout ça l'enjeu. Après, il y a le sujet de la société ou de rebasculer sur l'association.
Mais le Rémois que je suis a connu cela avec le Stade de Reims. Les Strasbourgeois ont connu ça. Pour tous les supporters des Girondins de Bordeaux qui sont dans une situation très tendue et malheureuse, je le comprends fort bien. L'avenir, le club renaîtra de ses cendres de toute façon. C'est juste une question de temps. C'est douloureux, mais repartir des fois au niveau régional, c'est peut-être repartir sur des bases saines. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le club a été amené dans une situation qui est clairement pas saine. Oui, et effectivement, alors les Rémois, la grande époque Copa, Fontaine, Piantoni, etc. Bon, là maintenant, ils sont en Ligue 2, mais il a fallu du temps pour revenir. Et puis les Strasbourgeois qui avaient été champions de France quand même, Vincent Chaudel. Il y a un homme derrière tout ça, le fameux Gérard Lopez. Alors, il a été président, il a financé les Girondins de Bordeaux. Je pense qu'il en est à combien, 3 ou 4 clubs qu'il a plantés. C'est-à-dire, il y a un moment, quelqu'un va s'apercevoir qu'il ne faut pas, le monsieur. C'est la vraie question aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais vous prendre un parallèle, c'est l'Angleterre, l'Arabie Saoudite, le fonds PIF de l'Arabie Saoudite a mis plus de 2 ans pour que la DNCG anglaise lui donne l'autorisation de racheter le club. Là, c'est pas que la DNCG française ne travaille pas bien, c'est qu'elle n'a pas le pouvoir. Elle n'a pas le pouvoir de valider une vente ou pas. Et c'est ça le problème. Est-ce que un jour il faudra que on imagine avoir une licence pour présider un club, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce genre de personnage, il faut le tenir le plus loin possible des clubs, puisque il a mis en danger le LOSC, il a mis en danger Moucron, il a mis en danger un club portugais, et là, les Girondins de Bordeaux. Bon, et le club de Boavista au Portugal me rappelle notre réalisateur Maxime Sénat. Maxime, grand supporter des Girondins de Bordeaux. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Il a suit le dossier de près. Il a peur aujourd'hui, le monsieur, à la réalisation, mais il reste très concentré. Hein. Toujours. Bravo. L'antenne avant tout. Bon, et Vincent et Louis, on attend bien sûr que l'information tombe. On refera peut-être un point la semaine prochaine avec vous deux, hein, bien sûr, parce que tout cela est amené à évoluer. Merci Vincent, merci Louis de Kergorlay et Vincent Chaudel. Donc, puisqu'on était dans le sport et que on va se faire plaisir parce que c'est le moment du jeu, on va jouer autour du thème du sport. Les vraies voix Sud Radio. Et nous rappelons l'un de nos brillants auditeurs, et donc en l'occurrence l'une elle est de Massy-Palaiseau, je vous le disais tout à l'heure, qui est quand même une ville de sport, hein, entre le rugby, le handball, hein, Charlène. Vous aimez le sport, oui, non ? Tout à fait, tout à fait. Et le rugby surtout. Oui. Sur le rugby, on peut rappeler que Bordeaux est champion d'Europe. Bien sûr, l'UBB. Bègle Bordeaux. Le principe, vous allez écouter un sportif ou une sportive de légende. C'est à vous de nous dire de qui il s'agit, juste en entendant. Alors pour cela, Charlène, vous allez choisir d'être soit avec l'ancien coureur du Tour de France, Pascal Chanteur. Attention, ça peut aider, mais s'il ne connaît que le cyclisme, le monsieur, il est un peu piégé. Philippe Charlès, qui est belge, qui connaît donc, bien sûr, évidemment, le cyclisme, mais les autres sports. Je ne suis plus belge. Bon, je suis belge naturalisé. Français. Et Jean-Michel Fauvergue, lui, du raid, alors évidemment dans les sports de combat, mais dans le reste, on ne sait pas. Avec qui voulez-vous jouer, Charlène ? Je vais tenter quand même avec Pascal. Alors, Charlène et Pascal contre Philippe et Jean-Michel. Écoutez le premier extrait. De quel grand sportif s'agit-il ? On a dit qu'on disait tout, mais c'est... Alors, il m'a dit des choses la semaine avant le week-end d'Imola. J'ai toujours dit que je ne dirais Alain Prost, oui, bravo. Et Charlène et Pascal Chanteur. Et Charlène et Pascal Chanteur, Alain Prost, évidemment, qui parlait d'Ayrton Senna. Aucun lien avec Maxime Sénat, notre réalisateur. Toujours pas. Toujours pas. Voilà. Deuxième extrait. Aujourd'hui, pour moi, c'est juste... Zinedine. Oui, Zinedine Zidane et l'autre Charlène qui est en train, avec Pascal, de faire un sacré duo. Ça fait 2-0. L'équipe qui gagne et l'équipe qui arrive à 5 points. Hein. Donc, ça nous laisse de la marge. Troisième extrait. J'étais pas à ma place, tout simplement. Il y avait des critiques, alors que avec Andy, c'est vraiment une super collaboration qu'on a eue, mais Amélie Amélie Mauresmo. Félicitations. Et Pascal Chanteur, il a même pas besoin de... Félicitations, rien à dire. Amélie Mauresmo qui parlait de son expérience de coach, notamment avec Andy Murray, etc. Vous faites du sport, Charlène, ou pas ? Oui, je suis beaucoup, et puis j'ai une amie qui travaille avec Roland Garros, donc Amélie est sa directrice. Yes. Bon, alors attention, 4e extrait. Pourquoi sortir ça maintenant ?
Pourquoi on va toujours chercher Bernard Hinault. Oh, Bernard Hinault, bah oui. Alors, Pascal Chanteur et Charlène, franchement. Bernard Hinault. Ah oui. C'est notre légende. Et Charlène travaille avec Mauresmo. C'est truqué. Là. Ça fait 4-0. Alors en tennis, on dirait balle de match, mais attention, comme en tennis, on peut renverser la tendance. De qui s'agit-il? Alors ça a été vraiment très dur. C'était une descente aux enfers. Je suis restée des mois sans sortir de chez moi. J'avais pas envie de me laver. J'avais pas envie de manger. Oui, Marie-Josée Pérec, mesdames et messieurs, ça fait 5-0 pour Pascal Chanteur et Charlène. Dites-moi tous les deux, rencontrez-vous, parce que vous avez fait un double mix. Je connais Marie-Josée aussi. Donc. Bon. Il y avait eu un reportage sur sa grosse dépression. Après Sydney 2000, etc., où elle s'était sauvée. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On a 2 secondes. On permet juste à Philippe et à Jean-Michel de sauver l'honneur. Essayez de trouver, juste vous deux, de qui s'agit-il? Chez les joueurs, je sens une grande ambition. Je sens une grande motivation depuis le début. Depuis le premier jour. Oui, Fabien Galtier. Alors, l'histoire dira que ça fait 5-1. Et maintenant, qui? J'ai été sportive, j'ai été maman et je me suis réveillée à un moment donné en me disant mais en fait la femme elle est où? Et aujourd'hui les choix que je fais c'est vraiment pour Natation. moi. Ce qui nous rend heureux aujourd'hui ne me rendra peut-être pas forcément heureux demain. Non, Laure Manodou. Natation, Mauresmo, vous êtes vraiment fort, Jean-Michel. C'est nager, il paraît. Allez, écoutez ça, c'est cadeau. Moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais c'est vrai que, étant pensionnaire de l'INSEP depuis 2004, je vois des choses. Je vois certaines. Teddy Riner. Oui, voilà. Moi, je suis nul pour des voix. Même si Pascal n'avait plus le droit de jouer, quand même, il le dit. Et puis enfin, écoutez la ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Potry, je rentre effectivement juste de Pyeongchang, où effectivement nous avons eu cette belle équipe. Oui, Laura Flessel, voilà, jusqu'au bout, Pascal et Charlène auront dominé. Bon. Merci les 3 vrais. Bravo Charlène. Pascal Chanteur pour la première, quel talent. Philippe Charlet, c'était pas la première, il en a toujours. Et Jean-Michel Fauvergue, évidemment, c'était notre icône ce soir. Merci à tous. On se retrouve tout de suite dans un instant avec Christophe Giquet.